l'Université de Lyon. Donc il va nous parler aujourd'hui de amplifier des signaux radiofréquences quantiques avec la bifurcation d'un système électrodynamique moléculaire. Bonjour. Donc je voudrais commencer par remercier les orateurs de ce séminaire, en particulier Christian Glatlid pour cette invitation. Donc je vais effectivement vous parler d'amplificateurs, et pour un séminaire général, ça semble un petit peu un mauvais choix. Amplificateur évoque un des sujets très techniques, et finalement on peut se poser la question de ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'amplification. Alors, bon, vous savez bien sûr que les physiciens ne font plus depuis longtemps des expériences avec un contact direct avec les objets physiques. Ils passent toujours par des systèmes électroniques et donc par des amplificateurs pour faire leurs mesures. Et donc l'amplification a un côté extrêmement important en physique sur le plan pratique pour essayer de faire des expériences très précises et très sensibles. Et donc ça, c'est un premier point sur lequel je vais revenir. Mais la raison aussi pour laquelle j'ai choisi de vous parler d'amplification, c'est que l'amplification dans le régime quantique, dans le régime où les signaux se comportent quelques quanta, voire un quantum, pose des problèmes de physique statistique hors équilibre quantique, à mon avis, très intéressants. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui dans ce séminaire. Alors, donc, on a choisi d'utiliser une nouvelle approche qui est basée sur, en fait, la bifurcation d'un système dynamique. C'est une approche qui n'est jamais employée pour l'amplification, qui est extrêmement dangereuse sur le plan du contrôle. En effet, un système qui est près d'une bifurcation, c'est-à-dire une transition de phase, est éminemment instable et ça paraît très proche du chaos. Et donc le chaos étant bruyant, ça paraît pas du tout une bonne idée, si on veut faire un amplificateur très sensible, d'utiliser un tel système. Mais je vais vous montrer qu'il y a un système qui est la jonction Josephson, qui est en fait extrêmement stable et extrêmement contrôlé de manière intrinsèque. Et donc on peut se lancer quand même dans cette stratégie avec ce type d'éléments. Comme l'a dit Christian, ces travaux en fait ont pour origine un travail fait à Saclay avec Daniel Estève et Christian Urbina, mais récemment, donc, l'ensemble des expériences que je vais vous montrer ont été faites à Yale, et en particulier par Vijay, ici, un étudiant en thèse, et Irfan Siddiqui et Étienne Boaknin, qui sont deux postdocs qui ont pris les données que je vais présenter. Alors voilà un petit peu le plan de mon exposé. Ça va être, il est basé sur une série de questions. Je vais d'abord introduire le sujet en vous parlant en essayant de définir ce qu'est un amplificateur qui fonctionne dans la limite quantique. J'aborderai après cette question de l'utilisation d'une bifurcation. Et puis je vais vous présenter les premiers résultats que l'on a obtenus, et j'espère à la fin de l'exposé ouvrir des perspectives avec d'autres effets qui sont reliés. Alors, bon, l'amplificateur, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Vous avez une expérience de physique qui vous envoie un signal déterministe. Ici, j'ai représenté une série, un train d'impulsions. Ce signal déterministe va toujours être contaminé par une forme de bruit, un bruit thermique quand on est à température finie. Et même si on refroidit à température proche du zéro absolu, eh bien on sera peut-être aussi confronté au mouvement de point zéro. Donc le bruit thermique ici doit s'entendre un petit peu au sens large. Même à température nulle, il peut y avoir du bruit aussi.
Donc l'ensemble du signal déterministe et du bruit passe par l'ampli. On a besoin d'un ampli parce qu'on veut enregistrer les résultats des expériences et au niveau en quelque sorte du cahier de manip, il y a un bruit ambiant qu'il faut combattre. Donc il faut accroître la puissance, accroître l'énergie du signal. Mais le problème, c'est que l'amplificateur rajoute toujours du bruit. On ne peut pas se passer de l'amplificateur, mais il dégrade l'information. Ça, c'est quelque chose de très important. On peut définir le rendement de l'amplificateur comme le rapport entre le bruit thermique, le bruit, si vous voulez, intrinsèque à la mesure, et la somme du bruit thermique et du bruit ajouté. Et ce rendement, vous voyez, va être nécessairement inférieur à 1. Et le régime quantique, eh bien, la question de ce rendement se pose dans le régime quantique où l'énergie du signal et l'énergie du bruit vont être de l'ordre de 1 photon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Alors, la question du rendement, vous voyez, l'amplificateur, c'est un petit peu... ça ressemble un peu à une machine thermique. Il y a une similarité entre l'amplification et la conversion, finalement, de la chaleur en travail. Et je vais d'ailleurs... vous parler un peu de cette analogie, mais avant, j'ai employé ici une notion qu'il va falloir que je définisse. J'ai parlé de l'énergie du signal. Ce dont je veux parler, c'est l'énergie d'un mode du signal. Comme c'est une notion qui n'est peut-être pas familière pour tout le monde, j'ai préparé une petite explication. Alors, je prends un signal quelconque, c'est une fonction du temps, ici. Ça peut être une tension, un courant, une puissance. Et je définis un mode du signal de la façon suivante. Je prends une fonction qui est qu'on appelle une fonction fenêtre, qui va avoir la forme finalement d'une sinusoïde. Il va y avoir une fréquence bien définie dans cette fenêtre, mais cette fenêtre, pour des temps... les temps grands vers le passé ou vers le futur et tend vers 0. C'est donc un peu la généralisation d'un signal monochromatique, si vous voulez. C'est un signal monochromatique qui essaye d'être à la fois localisé en fréquence et en temps. Évidemment, il est impossible de faire les deux à la fois, mais cette fenêtre le fait de façon optimale. Et vous avez là, il y a un certain degré d'arbitraire dans le choix de cette fonction. Mais j'ai représenté ici un exemple assez courant qui est le choix d'une enveloppe gaussienne. Alors ce qu'on appelle un mode du signal, finalement, c'est le produit entre le signal, c'est l'intégrale du produit entre le signal et cette fenêtre. C'est une espèce finalement, de la généralisation d'une composante de Fourier. Mais c'est une composante de Fourier qui est localisée au mieux dans l'espace et dans le temps. Alors, il y a en fait deux composantes à ce mode. On peut prendre cette fenêtre telle qu'elle est, ou on peut la décaler d'un quart de période, et cela va donner deux composantes au mode. Une composante dite en phase, qui est un peu l'équivalent de la position d'un oscillateur, et puis une composante hors phase ou en quadrature qui est l'équivalent de l'impulsion. Et vous voyez immédiatement ce qui va se passer dans le régime quantique. On ne va pas pouvoir mesurer simultanément les deux quadratures avec une précision infinie. Il va y avoir une certaine incertitude associée à la mesure simultanée de ces deux composantes. Voilà. Donc le régime quantique, eh bien, est défini à partir de l'énergie de cette composante du signal qui est un mode. Donc, il faut bien vous représenter ce qui se passe. Si vous avez un signal qui est à la fois très long et très étendu en fréquence, qui a une grande bande passante, vous allez avoir un très grand nombre de modes.
Si au contraire votre signal est très court ou très monochromatique, eh bien vous aurez très peu de degrés de liberté dans le signal. Alors, donc là, maintenant, dans le reste de mon exposé, je vais surtout m'intéresser à l'amplificateur qu'on peut qualifier de standard, c'est-à-dire un amplificateur qui est un peu comme un amplificateur opérationnel, qui amplifie les deux quadratures exactement de la même façon. C'est aussi ce qu'on appelle un amplificateur qui préserve la phase, comme il fait une homothétie sur toutes les deux composantes du signal, il préserve la phase. Et justement, puisqu'en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer l'impulsion et la position simultanément, l'amplificateur va nécessairement introduire un bruit. On ne va pas pouvoir éviter le bruit ajouté dans cette situation. Alors le bruit d'un amplificateur, d'une manière générale, peut se représenter en fait avec deux sources de bruit. Il y a deux composantes au bruit ajouté par un amplificateur. Il y a j'ai représenté ici un amplificateur par ce triangle ici qui suggère un amplificateur opérationnel. C'est un amplificateur qui amplifie une tension. Donc il y a une tension à l'entrée et on a une tension à la sortie qui vaut G fois la tension d'entrée. Donc une des composantes du bruit ajouté par l'amplificateur est une source de tension qu'on place à l'entrée qui va déterminer la sensibilité. C'est le bruit, c'est une composante du bruit ajouté, c'est le bruit que l'amplificateur rajoute si on court-circuite les deux fils à l'entrée. Si vous ne mesurez rien en court-circuitant les deux fils, c'est-à-dire en mesurant une source de tension nulle, c'est cette composante verte ici que vous verrez. Si au contraire vous mettez une source d'impédance très grande, vous allez plutôt voir l'autre composante du bruit qui est le bruit en retour, le back action de l'amplificateur, qui est en fait une source de bruit qui va faire passer du courant dans la source, et faisant passer du courant dans la source génère un autre bruit qui se rajoute au bruit déterminant la sensibilité, et le bruit total en sortie va donc être la somme de ces deux bruits. Alors, la température de bruit, ou l'énergie de bruit, est un concept très intéressant pour décrire le rendement de l'amplificateur. C'est en fait l'optimum que vous pouvez atteindre. Vous avez deux sources de bruit ici. On peut atteindre un optimum en branchant l'amplificateur sur une impédance qui minimise la contribution, qui optimise la contribution de ces deux bruits. Et il y a une petite formule que je ne vais pas expliquer, mais qui relie la température de bruit à la densité spectrale, de ces deux sources de bruit. Vous voyez finalement, pour simplifier, on peut dire que la température de bruit, c'est une espèce de moyenne géométrique entre finalement le bruit en tension qui détermine la sensibilité et le bruit en courant qui détermine l'action en retour de l'amplificateur. L'amplificateur, il faut le voir un peu comme un instrument de mesure. Il cherche à mesurer les deux composantes du signal simultanément, et donc il est soumis au principe d'incertitude, et c'est le principe d'incertitude qui est à la base de ce théorème dû à Caves en 1982, mais qui reprenait des idées antérieures, et qui fixe la limite quantique de l'amplificateur. Cette limite quantique, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'amplificateur va nécessairement rajouter au signal un bruit qui est égal à un demi-photon. Un photon à la fréquence du signal. Alors ça peut paraître faible si vous vous intéressez aux ondes radio, qui correspondent à des énergies de signaux faibles, comme par exemple en physique mésoscopique, on commence à travailler maintenant avec des fréquences de l'ordre du gigahertz, qui sont les fréquences du téléphone portable. Ceci correspond à des bruits, des températures, enfin la température correspondant à ce demi-photon est à peu près, disons, 50 millikelvin.
mais de nombreux phénomènes que l'on cherche à mesurer ont des énergies comparables, et donc l'atteinte de cette limite quantique est très importante, en fait, pour le succès des mesures. En fait, on peut écrire une formule très intéressante qui est due à Shannon, et c'est la capacité d'information dans une expérience. Si vous avez un signal qui a une énergie ES, eh bien la quantité d'informations que vous allez pouvoir obtenir dans une certaine bande passante, ça va être le produit de la bande passante fois le rapport entre cette énergie et la température de bruit de l'amplificateur. Et cette relation n'est valable que dans la limite des signaux très faibles, mais c'est la limite qui nous intéresse, parce que si on utilise un amplificateur, c'est que par définition, le signal est faible. Donc vous voyez, en fait, si on applique cette formule aux ordres de grandeur qu'on rencontre en physique mésoscopique, il serait possible, en ayant des amplificateurs qui atteignent cette limite quantique, eh bien, d'avoir des capacités d'information qui seraient de l'ordre du milliard de bits par seconde. Milliard de bits par seconde, vous allez dire, ça permet à un étudiant de terminer sa thèse rapidement. En fait, je crois que la motivation véritable, c'est de permettre de mesurer des phénomènes comme le bruit, qui sont très gourmands en capacité d'information. Mais avec des capacités de l'ordre du milliard de bits par seconde, on pourrait avoir sur la mesure du bruit, qui peut donner des renseignements extrêmement intéressants sur des phénomènes d'interaction dans les systèmes mésoscopiques, le même genre de précision que l'on a actuellement sur des mesures de transport. Donc vous savez, on est capable de mesurer des résistances, par exemple, ou des conductances avec une précision de 10-4, 10-5. Avec de telles capacités, on peut mesurer le bruit avec le même genre de précision, ce qui serait très utile. Donc vous voyez, il y a un intérêt pratique. Ce n'est pas simplement le fait de chatouiller la mécanique quantique, il y a un intérêt pratique très important à l'atteinte de cette limite quantique. Alors, je tiens à signaler que l'atteinte de cette limite pourrait se faire de différentes façons. On pourrait, en quelque sorte, imaginer une situation, par exemple, où en limitant, en bridant l'amplificateur, on peut atteindre cette limite. Ça ne nous intéresserait pas si par exemple, si on ne maximisait pas en même temps la bande passante. Donc, quand je parle de l'atteinte de cette limite, je ne parle pas de situation académique où on le ferait avec une bande passante nulle. Je parle d'une situation où on le fait avec une bande passante finie et raisonnable. De la même façon, atteindre cette limite sans avoir un gain en puissance, ou qui serait au moins d'une centaine ou d'un millier, ne serait pas intéressant, puisque dans la chaîne d'amplification, il y a plusieurs amplificateurs dans la chaîne de mesure, et il faut évidemment que ce premier amplificateur, très silencieux, puisse arriver à battre le bruit d'entrée de l'amplificateur suivant. Donc là encore, on ne peut pas se satisfaire de solutions académiques, il faut atteindre cette limite, mais dans une situation réelle. Oui. Il y a deux inégalités. Quand vous parlez de limite, laquelle de deux-là, la première que Carté expliquant que l'H est 2, et l'autre, c'est sur la limite de Shannon. Alors, de quelle des deux limites vous parlez Ah oui, bon, donc il y a une. Alors. Donc là ici il y a une inégalité, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas descendre en dessous de cette limite quantique, ça c'est. Par contre, la capacité d'information, ici je la prends un petit peu comme une définition. Hein, on va atteindre cette limite, cette capacité d'information si on code
le signal correctement, ce que l'on suppose résolu ici. Il y a effectivement... ce n'est pas toujours le cas, mais en fait, bon, je pense que pour les physiciens, ça ne pose pas trop de problèmes. Enfin, on en est... effectivement, vous avez tout à fait raison. Il se cache derrière cette capacité d'information un problème de codage que j'ai lu complètement ici. Mais ça, le codage, ça va être du software. Ça m'intéresse pas. Moi, je m'intéresse au hardware. Alors, quel est l'état de l'art? Où est-ce qu'on en est finalement dans le domaine radiofréquence? Alors, domaine radiofréquence, disons, c'est pour moi, c'est disons, c'est de quelques centaines de mégahertz à quelques centaines de gigahertz. Hein, c'est ma définition de la radio. On vit une époque où finalement ces fréquences sont extrêmement intéressantes puisque elles peuvent être, les signaux peuvent être contrôlés. Alors pas évidemment pour 100 gigas, mais pour quelques gigahertz, on peut les contrôler directement à partir d'un ordinateur. Il y a des convertisseurs digital analogiques qui vous produiront un signal synthétisé de forme voulue au gigahertz. Et en même temps, vous pouvez refroidir un système à des températures où cette fréquence correspond finalement, où l'énergie d'un photon à cette fréquence va être supérieure à la température. Donc vous êtes capable en quelque sorte de programmer la forme d'onde d'un seul photon et de voir son influence dans un système mésoscopique. Alors, si on achète un amplificateur, disons, commercial, eh bien, on va tomber nécessairement sur un amplificateur AMT, un transistor à haute mobilité. C'est une espèce de FET. Et la température de bruit, en fait, et là j'ai même été très optimiste. En fait, j'ai mis 20 à 80 fois, mais c'est plutôt 40 à 80 fois la limite quantique. Alors, c'est quelques, disons, mettons, 2 ordres de grandeur, hein, entre 1 et 2 ordres de grandeur au-dessus de l'optimum. Il faut bien voir que si vous raisonnez en temps d'accumulation, en durée d'une expérience, il faut prendre le carré de cette température pour donner le temps. Donc si vous diminuez la température de bruit de l'amplificateur de un facteur 40, par exemple, eh bien vous allez gagner un temps disons de 1600 fois sur le temps d'une expérience, ce qui n'est pas du tout négligeable et ce qui est la raison pour laquelle cette question est très fondamentale. Alors, après, si vous voulez bien fabriquer vous-même votre amplificateur, là, vous avez 3 possibilités. Il y a le SQUID. Alors, le SQUID a la réputation d'atteindre la limite quantique. Sur le papier, il l'atteint, ou du moins, il la manque d'une fraction faible. Mais il a l'avantage d'avoir une grande bande passante, un grand gain en puissance. Mais sa bande passante n'est pas très grande et surtout, le SQUID est un dispositif qui envoie beaucoup de bruit dans votre système à mesurer en dehors de la fréquence du signal. Donc il n'est pas pur, si vous voulez, au point de vue de cette action en retour dont j'ai parlé au début. Il y a le transistor à un électron qui a l'inconvénient majeur de ne pas avoir un gain très grand, et ça c'est très, très rédhibitoire. Il n'atteint pas non plus, il n'atteint pas non plus la limite quantique dans des utilisations raisonnables. Et enfin, il y a la constriction quantique
que connaît bien Christian, qui a fait des expériences sur ce système, qui en fait c'est un système qui lui est idéal, dont on peut démontrer qu'il est idéal, mais en pratique il est extrêmement difficile à construire avec pour avoir un gain en puissance qui est raisonnable. Donc c'est un dispositif tout à fait merveilleux. C'est en fait l'aboutissement ultime du transistor, mais il faudrait des moyens de lithographie à l'échelle atomique pour vraiment disons, exploiter ce système. En tout cas, quand on parcourt cette liste, on peut se poser la question, qui est le départ de nos recherches, c'est est-ce qu'il y a des principes généraux finalement, quels principes généraux existeraient pour la construction d'un amplificateur optimum? Il y a tous ces systèmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui les unifie? Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui permettraient de progresser? Voilà, et il y a peu finalement de résultats théoriques sur cette question. Il y a eu quelques résultats récents par Ashish Clark il y a 2 ans qui fixent certaines limites, mais qui ne donnent pas de principe de construction générale. Alors, dans cette maison, évidemment, je ne peux pas ne pas me parler de Maser, de pompage optique. Donc, dans le domaine lumineux, ou même dans le domaine micro-ondes, on peut utiliser une idée très puissante, et celle du Maser. Si on possède un grand nombre de systèmes quantiques avec peu de niveaux, et des niveaux qui sont très non linéaires, c'est-à-dire qui sont très loin de ceux d'un oscillateur harmonique, eh bien, on peut, avec une fréquence pompe, préparer une inversion de population entre ces 2 niveaux du bas. Et ces systèmes, avec une inversion de population, vont amplifier un signal. Un signal à l'entrée va stimuler l'émission de cette transition, et le signal en sortie va être amplifié. C'est une excellente stratégie, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment applicable dans le régime mésoscopique. Elle est très difficile à réaliser de manière intégrée, de manière contrôlée dans un système électronique. Ça marche évidemment très très bien dans le domaine lumineux, puisque donc par exemple, les lasers de puissance utilisent ce principe d'amplificateur. Mais dans le domaine, encore une fois, dans le domaine RF, elle est très difficile à mettre en œuvre. On n'a pas, si vous voulez, un système qui implémente ces collections de systèmes quantiques de manière très reproductible et très peu bruyante. Alors, on se tourne à ce moment-là vers une autre idée, qui est de prendre un seul degré de liberté. Alors, un seul degré de liberté, ça vaut mieux, a priori, que plein de petits degrés de liberté, parce que derrière se profile la question du contrôle. Il faut être capable d'asservir ce degré de liberté parfaitement. Il faut que sa fréquence, ses paramètres soient parfaitement contrôlés. Et ça, c'est possible de le faire quand on limite le nombre de degrés de liberté. Donc, on va imaginer un système qui est analogue à une particule qui se déplace dans un potentiel non parabolique. Et la non-linéarité se manifeste par le fait que les niveaux d'énergie dans ce potentiel n'ont pas une fréquence de transition constante. La fréquence de transition, par exemple, va être plus grande en bas du puits qu'en haut. Elle décroît doucement lorsqu'on augmente l'énergie. Alors, en fait, on peut se persuader, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'un tel système comme ça, qui serait excité très fortement, est un peu équivalent à un ensemble de N systèmes
qui sont très non linéaires. Et la façon dont ça marche, je vais essayer un petit peu de vous faire sentir ça, c'est dans un diagramme fréquence, vous voyez ce diagramme, dans ce diagramme on porte la fréquence du système en fonction de l'énergie. Donc comme le potentiel n'est pas parabolique, lorsqu'on va augmenter l'énergie de cet oscillateur, la fréquence va diminuer. C'est ce que je représente avec cette courbe qui descend ici, cette pente. Et puis, bien sûr, quand on va arriver au sommet du potentiel, là, il y a une catastrophe qui se produit. La fréquence tombe à zéro brutalement. Et on va, ça c'est un préambule, on va complètement éviter ce régime. C'est un régime de non-linéarité forte qui va nous donner du chaos. On ne veut surtout pas de bruit, donc le chaos, là, est à exclure complètement. Donc on va confiner le fonctionnement de ce système dans un régime où finalement la fréquence décroît doucement, très doucement et de manière très monotone avec l'énergie. Et on va pomper ce système, on va le forcer avec une fréquence qui est inférieure à la fréquence d'oscillation propre que j'ai représentée ici, qui est oméga 0, qui correspond à la fréquence d'oscillation dans le fond du puits. Et si vous voulez, si vous augmentez le forçage de façon à vous placer, disons, à la limite ici de la résonance, et la résonance ici va être déterminée par le facteur de qualité de l'oscillateur, le facteur Q ici, que l'on peut comprendre comme un élargissement de cette fréquence de transition, eh bien, le fait de vous placer ici à cette limite est un petit peu équivalent au fait d'avoir un nombre n de petits systèmes non linéaires, où n va être en quelque sorte donné par une combinaison du facteur de qualité et de la non-linéarité du système. Donc on peut un peu comme ça émuler une espèce de maser avec un seul degré de liberté, mais que l'on va pomper très fortement. On va exciter un grand nombre de niveaux quantiques de ce système. Alors, bon, ça c'est la théorie, mais il faut encore posséder ce système non linéaire. Il faut posséder en plus un système non linéaire à friction parfaitement contrôlée. La friction de ce système, en fait, doit être la dissipation introduite par l'étage suivant de l'amplificateur. Il ne faut pas que l'amplificateur, si on veut atteindre la limite quantique, il ne faut pas qu'il y ait des sources de dissipation internes à l'amplificateur. Il faut que toute l'information transite par l'amplificateur et que le puits d'information, ça soit l'amplificateur suivant dans la chaîne. Donc il ne faut absolument pas de dissipation au niveau de l'amplificateur lui-même. Il faut donc un oscillateur qui soit non linéaire et non amorti en lui-même. Et le seul candidat possible, en fait, c'est une jonction tunnel-Josephson que j'ai représenté ici. C'est un sandwich formé de deux électrodes supraconductrices séparées par une mince couche d'isolant. Et dans la suite, je la représenterai cette jonction avec ce symbole en forme de croix, qu'on peut voir comme une combinaison de deux éléments fondamentaux, une capacité, c'est très normal, on a deux électrodes métalliques qui forment un sandwich, ça donne donc une capacité, et le faible courant de paire qui passe à travers la barrière tunnel correspond à ce symbole en forme de croix, c'est, si vous voulez, une inductance non linéaire. Ce système a effectivement un potentiel en forme non parabolique, c'est en fait une sinusoïde dont on va utiliser un seul puits ici. Et la fréquence caractéristique de ce système est donnée par la combinaison de la valeur de cette inductance ici, qui est inversement proportionnelle à l'énergie Josephson, l'énergie de délocalisation des paires de Cooper à travers la barrière, fois la capacité. Donc c'est
c'est tout à fait la formule que l'on a pour un oscillateur LC, mais l'oscillateur LC correspondrait à cette parabole que j'ai dessinée en trait pointillé ici. Et là, on a un système qui, lorsqu'on augmente l'énergie, va avoir une fréquence qui va lentement diminuer lorsqu'on va augmenter l'énergie. Alors, il y a une analogie mécanique très utile. C'est cette coordonnée de position qui est la différence de phase aux bornes de la jonction, c'est comme la position d'un système mécanique. Le courant à travers la jonction, c'est l'équivalent de la force. La tension aux bornes de la jonction, c'est la vitesse de la particule. Et la capacité, ici, c'est la masse. Donc, plus on a une capacité grande, plus le système sera lourd et plus il sera lent. Donc, c'est une façon de se placer, de faire varier la fréquence. Là, une jonction typique a une fréquence propre, lorsqu'on la prend de manière isolée, entre 40 et 100 GHz. C'est un petit peu élevé pour les expériences actuelles, et vous allez voir, on alourdit la jonction, on va placer la jonction dans un résonateur qui a essentiellement pour fonction de modifier la capacité ici, et donc de diminuer cette fréquence propre. Alors, par la pensée, on va prendre une particule qui évolue dans ce potentiel en forme de sinusoïde. On va éliminer on va ne garder qu'une arche de cette sinusoïde, qu'un minimum, et on va exciter le système avec une force oscillante. Donc en pratique, c'est très simple, on envoie un courant radiofréquence. Et là, ce que j'ai porté, c'est l'amplitude d'excitation en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de l'amplitude de la force. Ce paramètre IRF, c'est l'amplitude de la force oscillante. Pour les petites amplitudes, la réponse du système est celle d'un oscillateur harmonique. On a une simple réponse lorentzienne. Mais lorsqu'on augmente l'amplitude, vous voyez, cette lorentzienne a tendance à se déformer, elle se couche vers le côté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, eh bien, elle présente un surplomb. Il y a le début d'un phénomène d'hystérésis. Et donc, le système devient extrêmement sensible aux perturbations extérieures. Donc, il y a un point ici qui est un point dit critique pour lequel, au-delà duquel, eh bien, le système va présenter une zone de bistabilité. Alors, pour illustrer cette zone de bistabilité, j'ai fait une coupe ici de ces courbes. Mettons qu'on irradie le système avec une fréquence qui soit 10% en dessous de sa fréquence de petites oscillations. Là, j'ai choisi un facteur de qualité pour cette expérience de 30. Et je vois que si je mesure la phase de l'oscillation, eh bien, en fonction du paramètre intensité de la force oscillante, eh bien, la phase présente un hystérésis. Il y a une variation de phase environ d'une centaine de degrés. Et ce qui est très commode à détecter avec du matériel micro-ondes conventionnel. C'est plus facile en général de faire une mesure de phase que d'intensité. Voilà le phénomène brut, si on peut dire. Donc, en fait, ce phénomène donne lieu à une espèce de diagramme de phase qui rappelle un peu une transition du premier ordre dans un système comme la vapeur d'eau, par exemple. Il y a donc deux paramètres de contrôle dans le système. Il y a la fréquence, ou plus exactement le désaccord de fréquence. Ici, je porte le désaccord de fréquence en unité réduite. J'ai divisé la différence de fréquence entre la fréquence de forçage et la fréquence des petites oscillations.
et je l'ai normalisé par la largeur de la résonance, gamma. Et ici, en ordonnée, je porte la puissance, enfin l'intensité de la force de forçage. Vous voyez que au-delà de ce point critique, en vert ici, eh bien, le système entre dans présente une région de bistabilité. Alors, on peut voir à quoi correspondent ces points. Par exemple, ce point vert de fréquence correspondant à la fréquence et à la puissance critique correspond à cette forme de la courbe ici où vous avez une dérivée infinie sur le bord gauche. Dans cette région rose ici, eh bien, vous avez ce phénomène d'hystérésis. Donc, si vous balayez la fréquence, ici, vous allez brutalement augmenter l'amplitude. Et si vous revenez en arrière, l'amplitude va brutalement diminuer. Et c'est ce que marquent ces deux points, bleu et rouge. Il y a aussi sur la courbe, cette courbe en pointillé qui correspond au maximum de la pente. Ces points-là correspondent à des maximums de sensibilité du système dans la région non hystérétique. Alors, on peut donc, ce que je veux vous présenter maintenant, c'est l'exploitation de ce point critique pour l'amplification. Vous voyez, si vous vous placez près de ce point critique, vous allez avoir une grande susceptibilité de ce système et que vous pouvez utiliser pour amplifier des signaux en préservant leur phase. Maintenant, si vous vous intéressez plutôt à un amplificateur du genre photomultiplicateur, un amplificateur qui va mesurer une caractéristique du signal à un instant bien déterminé, eh bien cette région bistable est extrêmement intéressante. C'est un petit peu comme finalement vous avez un phénomène ici un peu analogue à ce que vous trouvez dans une chambre à bulles. Vous pouvez augmenter l'amplitude du signal et vous placer un petit peu en deçà de cette transition ici, et le système est donc en position d'attente, il est armé, et une petite perturbation, le signal que vous voulez mesurer va pouvoir le faire transiter entre deux états très différents, disons macroscopiquement très différents, et donc une fois cette transition faite, le système restera dans le second état, donc vous avez une fonction de mémoire qui est extrêmement intéressante. Et donc cette région bistable a beaucoup d'intérêt pour la mesure des bits quantiques, et si j'ai le temps, à la fin, je vous présenterai quelques données, mais ce n'est pas le but de cet exposé, plutôt de se concentrer sur la région non hystérétique, qui correspondrait, si vous voulez, pour un fluide au domaine supercritique. Et c'est là où on va pouvoir construire un amplificateur préservant la phase. Alors, techniquement, comment on réalise un tel système? On place une jonction Josephson dans une cavité, en quelque sorte. C'est un peu comme ça qu'on peut décrire le système. Cette cavité résonante a pour but, si vous voulez, à la fois de contrôler la fréquence du système. On veut avoir une fréquence bien déterminée. Et puis, on veut aussi adapter l'impédance de ce résonateur au système à mesurer. Donc, la cavité a deux fonctions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voici une photo au microscope optique de cette cavité discrète, en fait, qui est tout simplement deux condensateurs très proches, et la jonction réunit ces deux condensateurs. La jonction et le sandwich de la jonction est représenté ici. Voilà, c'est l'échelle typique dans ces jonctions n'est pas très petite. C'est des jonctions qui font de l'ordre de quelques microns carrés. L'énergie Josephson correspondant, si vous voulez, à la hauteur maximum du puits, c'est environ 50 à 100 Kelvin. Mais c'est une énergie qui est grande par rapport à l'énergie des signaux que l'on cherche à mesurer, qui serait plutôt de l'ordre de 50 millikelvin. Donc vous voyez, vous avez une espèce de rapport 1000 il y a environ 1000 quanta d'énergie dans le puits de potentiel de la jonction.
Alors, plus récemment, je ne sais pas si cette photo est bien visible, mais on a utilisé des cavités en niobium qui sont basées sur une ligne de transmission. C'est une ligne de transmission en accordéon. Ça, c'est une photographie de la puce. Elle fait 10 mm de côté, mais le résonateur déplié fait plusieurs centimètres. Et il résonne à une fréquence qui est déterminée là par la longueur de la ligne, ce qui est extrêmement pratique puisqu'on peut accorder de manière géométrique la fréquence de la cavité. Alors ces systèmes vont être refroidis avec un réfrigérateur à dilution, donc qui permet d'atteindre 10 millikelvin, c'est-à-dire que à la température de fonctionnement de cet amplificateur, s'il y avait, on peut considérer qu'on serait au zéro absolu si on n'avait qu'à se préoccuper de la température physique du circuit intégré. Bon, c'est pas la difficulté de ces expériences tient au fait que ces systèmes sont connectés au reste du monde par des lignes de transmission, des lignes micro-ondes. Et exactement comme dans les expériences que fait Christian Glatli et son équipe ici. Et le problème, c'est d'éviter les bruits parasites de l'extérieur. Donc la température est un concept délicat. La température de l'expérience n'est pas toujours la température du réfrigérateur. Pardon ? Alors oui, j'y arrive. Donc au milieu de ce résonateur en niobium, ici on a donc cette ligne, c'est une ligne coplanaire, il y a en quelque sorte un fil au milieu, ce fil est interrompu et on vient fabriquer dans ce gap ici une jonction Josephson. Alors justement, voilà, si on agrandit de cette zone et qu'on regarde la jonction qu'on est venu fabriquer par la suite, la voilà. On peut fabriquer aussi un squid. C'est très utile. On peut comme ça moduler in situ le courant critique de la jonction. Donc ce système est un peu l'équivalent d'un Fabry-Pérot. Vous voyez, aux deux extrémités de ce résonateur, il y a des capacités qui sont interdigitées, c'est des doigts, c'est des capacités en forme de doigts. On peut, en réglant la longueur et la largeur des doigts, régler la capacité. Vous voyez qu'on a une petite capacité d'un côté et une grande capacité de l'autre. C'est une astuce qui permet de ne pas perdre la moitié du signal du côté de ce port ici qui va servir pour l'excitation du système. Voici le schéma électrique. On a simplement deux résonateurs, deux lignes de transmission qui résonnent à deux résonateurs lambda sur 4 de part et d'autre de la jonction et qui font un petit peu office de capacité, qui, si vous voulez, adaptent l'impédance du système au monde extérieur. Les deux capacités dont je viens de parler sont ces deux condensateurs ici. Alors, l'idée qui est sous-jacente derrière, c'est d'essayer un principe d'amplification qui est le suivant. Donc, si vous voulez construire une boîte qui va amplifier des signaux, disons, qui arrivent à gauche et qui va donc donner des signaux à droite qui sont multipliés par un certain gain, eh bien, Serge Reynaud avait montré il y a quelques années qu'une façon de penser à ce terme de boîte de manière très fondamentale, c'est d'imaginer qu'à l'intérieur de la boîte, on a un milieu, un composant qui présente une résistance négative. Alors cette résistance négative ne va exister évidemment que si elle est reliée à une source de puissance. On ne va pas faire une résistance négative comme ça sans un fil supplémentaire. Mais si vous adjoignez à cette résistance négative un circulateur,
donc le rôle du circulateur, c'est d'éviter que le bruit venant de l'extérieur ici affecte directement l'entrée. Donc vous avez le signal d'entrée qui va suivre le circulateur, qui est un peu une espèce de sens giratoire micro-ondes. Il va entrer dans ce composant ici, comme la résistance est négative, le coefficient de réflexion est supérieur à 1, voilà votre gain. Et donc le signal repart ici vers la sortie. En même temps, un signal parasite qui viendrait de la sortie ne pourra pas atteindre l'entrée parce qu'il va prendre le circulateur en quelque sorte dans l'autre sens et se trouver absorbé dans cette charge ici qui est maintenue à la température minimum de l'expérience. Et donc il va bien y avoir du mouvement de point zéro, mais il va y avoir du bruit, mais ça va être le mouvement de point zéro de cette charge ici qui va rayonner vers l'entrée. Mais ça, c'est en quelque sorte un bruit tout à fait acceptable, c'est le bruit de point zéro du système. C'est un schéma minimum, et évidemment, toute la question est de savoir si on peut implémenter un tel principe dans des bonnes conditions de gain et de bande passante. Alors comment va-t-on réaliser cette résistance négative? Eh bien là, on peut utiliser les idées de l'amplificateur paramétrique. Donc j'ai présenté ce système unique à 1 degré de liberté, non linéaire. On peut le voir aussi en termes optiques comme un milieu, donc qui serait soumis à des ondes. Et l'amplificateur paramétrique, c'est tout simplement le mélange entre un signal de pompe très fort, qu'on peut considérer comme classique, et le signal. Ce mélange se fait dans ce milieu. Le signal ressort amplifié, la pompe, elle, est pratiquement pas affectée, et le prix à payer, c'est que nécessairement, il va y avoir un autre signal qui doit être, pour préserver la conservation de l'information dans le système, ce signal doit être absolument généré, et la relation avec le signal doit satisfaire de manière très fondamentale cette relation. La somme de la fréquence du signal et la somme de cette fréquence auxiliaire ici doit faire 0 modulo la fréquence de la pompe. C'est-à-dire que la somme de ces deux fréquences doit être 0, un modulo, un photon du signal de pompe. Alors, voilà comment on implémente cet amplificateur paramétrique. On met ce résonateur, ce circuit, cette cavité, on la refroidit par un réfrigérateur à dilution. Donc cette température de base, ça va être environ 10 millikelvin. Et on va la pomper ici par cette ligne, qui est très fortement atténuée. Et on a disposé ici, on dispose d'un circulateur pour injecter le signal. Et il y a un autre circulateur qui est dans la chaîne de mesure en série avec l'amplificateur suiveur. Donc il y a un schéma assez analogue avec l'autre système à éléments discrets. Et je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Voilà ce que l'on trouve quand on cherche à mesurer la phase réfléchie par le système discret dont la fréquence dont on a réglé les capacités pour que la fréquence de résonance soit environ 1,6 GHz. Ces couleurs ici, là, dans ce schéma, dans cette mesure ici, correspondent à la phase du signal réfléchi. Vous voyez, la zone jaune correspond à la situation où il n'y a pas d'hystérésis, et cette ligne ici où il y a un changement abrupt de couleur correspond à ce saut de phase qui se passe
sur un des côtés de la zone hystérétique. Dans cette expérience, on ne balaye la fréquence que dans une direction, donc on n'a pas accès à l'hystérésis. Vous voyez une très bonne comparaison entre les données expérimentales et disons, une simulation numérique qu'on peut effectuer, car on connaît très bien les paramètres, disons, les paramètres électriques du système. Un point important à retenir dans ce diagramme de phase est l'existence de cette région noire ici, qui est la région chaotique. C'est une région pour laquelle la puissance est tellement grande qu'on a excité des modes chaotiques du système. Et on cherche évidemment à travailler en dehors de cette région. C'est en voulant éviter cette région noire ici, qui est plutôt néfaste, qu'on a été amené à développer ce résonateur réparti qui, lui, permet beaucoup plus de souplesse, qui est beaucoup plus de contrôle. Et lui présente on peut mesurer la bistabilité de façon beaucoup plus convaincante. Et la région chaotique ici sort complètement du cadre de mesure, et donc on n'est plus les réglages sont beaucoup plus faciles. Alors voilà pour la cavité supraconductrice, on peut faire une mesure en transmission à la fois en intensité ici et en phase. On a donc les deux mesures qui permettent vraiment de bien s'assurer qu'on maîtrise parfaitement ce phénomène de bifurcation. Vous voyez donc l'ensemble des courbes de résonance. Au fur et à mesure où on augmente la puissance du signal, eh bien on voit apparaître ce décrochement dans la réponse. Et de la même façon, on voit aussi apparaître un décrochement dans le signal de la phase. D'ailleurs, on peut faire des données sur plusieurs résonateurs à plusieurs fréquences, et toutes ces fréquences de transition ici et toutes ces puissances de transition peuvent se mettre sur un diagramme universel. C'est très normal, c'est un système qui est gouverné par une équation très simple, et ce phénomène de bifurcation est un phénomène, disons, générique. Et on peut donc tous ces points expérimentaux ici correspondent à plusieurs résonateurs. Et vous voyez, on peut comme ça, par exemple, prouver que la fréquence correspondant au point critique est bien racine de 3 fois le facteur gamma qui est la largeur de la transition. Gamma il était défini ici comme la largeur à mi-hauteur de cette lorentzienne. Donc c'est ce que prouve un peu la réduction des données ici, c'est que ce phénomène de bifurcation est parfaitement contrôlé. C'est ce qui nous intéresse puisque, si vous voulez, on veut que les déviations du système soient entièrement dues à l'amplification du signal et pas simplement un bruit intrinsèque au système. Donc c'est pour ça que ces tests sont très importants. Voilà, donc j'en arrive maintenant au résultat principal de mon exposé, finalement. Est-ce qu'on atteint la limite quantique avec ce genre de système? Alors, voilà le genre de mesure que l'on fait. Donc, on va envoyer le signal dans un système pour lequel, au départ, on va supprimer la fréquence de pompe. Donc, le signal va passer dans le système et va être recueilli, va être amplifié, on va prendre son spectre. Et donc, voilà le spectre en noir de ce qui sort du système. Et vous voyez le signal ici correspond à ce petit pic qui émerge du bruit. Et ce que vous voyez en fait, le bruit que vous voyez, c'est le bruit correspondant à l'amplificateur suiveur. On a dans les expériences que nous effectuons, nous avons différents types d'amplificateurs, ça dépend de la fréquence.
À basse fréquence, vers 2 GHz, on bénéficie d'un amplificateur avec une température de bruit de 6 Kelvin. Ça, c'est l'amplificateur suiveur. Là, pour ces expériences à plus haute fréquence, vers 10 GHz, c'est beaucoup moins bon, c'est plutôt 60 Kelvin. Alors, quand on branche le signal de pompe, vous voyez, le signal d'entrée pousse, ce pic correspond au signal amplifié. Et évidemment, on voit aussi apparaître dans le spectre la fréquence de pompe. Et on voit le signal, donc le idler ici, qui est produit en même temps que le signal amplifié, de l'autre côté du signal de pompe, ce qui est bien normal puisque la somme de ces deux, la somme des fréquences de ces deux signaux doit être égale à la fréquence de la pompe dans ce schéma. Donc, à partir de ce genre d'expérience, on peut à la fois mesurer le gain et le bruit. On trouve, voilà les courbes qui montrent le gain en fonction de la fréquence de la pompe et le bruit. Alors, le gain est en rouge et il est en moyenne d'une vingtaine de dB, enfin entre 20 et 15 dB. On aimerait que ça soit un peu plus élevé, mais pour un début, c'est pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on atteint effectivement des résultats assez proches de la limite quantique. La limite quantique, c'est la ligne verte. Ça correspond au bruit ultime qu'on ne peut pas, en dessous duquel on ne peut pas dépasser, on ne peut pas descendre. Donc évidemment, vous pouvez me dire, mais ici on dépasse un petit peu. Bon, il y a des barres d'erreur sur ce signal bleu qui sont à environ de l'ordre de ces oscillations ici qui correspondent à des petits désaccords de fréquence, des petites irrégularités dans les lignes micro-ondes. Mais vous voyez qu'on arrive effectivement, avec ce genre de système, à descendre quand même tout à fait au voisinage de la limite quantique. Voilà, j'arrive à la fin de mon exposé. Je vais sauter un certain nombre d'autres transparences. Je voudrais signaler, je vais sauter tout ce qui concerne la détection des qubits. Je vais arriver vraiment à un lien qui nous intéresse beaucoup. C'est le lien qu'il y a entre ces amplificateurs et les systèmes quantiques hors équilibre. Et il y a une analogie extrêmement intéressante qu'on peut développer entre l'effet Unruh et cette température de bruit des amplificateurs. Et je vais essayer donc en 2 minutes, je vais abuser un peu de votre patience et vous parler de ce sujet. Sujet qui aussi avait été exploré par Serge Reynaud et Marc Jacquel. Donc, vous savez, si vous prenez un ascenseur et que vous accélérez cet ascenseur vers le haut avec une accélération A, eh bien, Unruh, dans les années 70, avait démontré que l'intérieur de cet ascenseur va présenter une température résiduelle. On ne pourra pas, en quelque sorte, atteindre le zéro absolu dans cet ascenseur. La température effective, résiduelle, est donnée par cette formule. C'est une formule qui est extrêmement décourageante quand on la regarde de près, puisque, en fait, elle contient h bar au numérateur et c, la vitesse de la lumière, au dénominateur. Il s'agit d'effets très petits, par exemple l'accélération au voisinage de la surface de la Terre, qui est due à la gravité et qui est équivalente, d'après la relativité générale d'Einstein, à une accélération. Eh bien, on prévoit une température effective qui est 10-20 Kelvin. Alors, les atomes froids vont faire encore des progrès, je pense, mais il y a quand même une certaine marge entre cette limite ultime et la température des atomes froids. Alors, évidemment, avec un système mécanique, on se bat avec la vitesse de la lumière, c'est très difficile. Mais avec un système électronique, en fait, on peut démontrer qu'on se débarrasse de ce facteur délicat. Ici, il ne reste plus que le facteur h bar. Et par exemple, donc, dans un oscillateur
qui est forcé, qui est donc dans ce régime hystérétique dont je vous ai brièvement parlé. La zone bistable a en fait une durée de vie finie. On s'échappe de manière quantique d'un des puits, des puits de potentiel, et on s'échappe avec une température effective qui correspond à cette température d'Unruh. Et l'application de ces considérations donne en fait ce fameux demi-photon. Et ici, oméga n'est pas, il n'y a pas de signal, hein, c'est uniquement la fréquence de forçage du système. C'est un petit peu logique si on y pense, puisque la fréquence de forçage du système, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un manège. C'est la fréquence de forçage oscillante crée une accélération, et ce système accéléré va avoir cette température résiduelle donnée par ce demi-quantum. Alors quel est le lien avec la température de bruit ultime de l'amplificateur? Eh bien, il semble que, en fait, on ne puisse pas avoir un gain. Enfin, le gain de l'amplificateur va être déterminé par le rapport entre cette fréquence de forçage et la fréquence du signal, ou plus exactement la fréquence du signal moins la fréquence de la pompe. Toutes ces choses-là se font modulo la fréquence de la pompe. Et en fait, donc, c'est une autre façon de voir l'atteinte de la limite quantique, la température de l'amplificateur qui doit être nécessairement forcé. Il faut fournir de l'énergie à l'amplificateur pour qu'il amplifie. Et on peut aussi voir la température de bruit résiduel comme une espèce de manifestation de l'effet Unruh. Voilà, j'ai un petit peu abusé de votre patience. Je vous remercie pour votre attention. On ne pouvait pas descendre sous le bruit standard. Et en optique, on a été pour moi, si on regarde une quadrature du champ, on peut descendre sous cette limite. Vous avez envisagé des possibilités? Oui, alors en fait, c'est tout le problème du squeezing. Oui, la limite que j'ai donnée, c'est une limite qui correspond à cette amplification qui préserve la phase. Donc, si par contre on veut bien abandonner cette prescription et on a besoin que d'amplifier une seule composante, on peut squeezer le bruit. En fait, ce système-là est un très bon squeezer aussi. Tout ça, ça nous ramène à des expériences faites par Bernard Yourki, qui le premier, en fait, a utilisé une jonction Josephson justement pour ce squeezing. Donc, à l'époque, donc ça c'était au début des années 80, il avait obtenu en fait un facteur 2 dans le squeezing. C'était pas énorme et c'était pas très très spectaculaire. Mais nous on bénéficie en quelque sorte surtout d'une amélioration assez considérable des techniques micro-ondes depuis cette époque. Je pense que les expériences de Yourki étaient tout à fait intéressantes. Il y avait probablement d'ailleurs cette instabilité qu'il n'avait pas vraiment vue, qui pouvait aussi présenter un problème. Il faut le fait de repérer cette transition de phase très précisément, c'est très important. Si on ne prend pas le bon point de fonctionnement dans ce diagramme, on va engendrer du bruit supplémentaire. Donc on pense effectivement, on a commencé à faire des expériences préliminaires. Ce système aussi pourrait faire du squeezing de manière très, très confortable. Entre-temps, l'intérêt pour le squeezing a aussi pas mal baissé. Donc, Vous avez démontré l'amplification paramétrique du signal. Est-ce que vous observez aussi l'oscillation paramétrique spontanée?
Oui, alors ça c'est effectivement, nous, ça c'est quelque chose qui, alors je vais, donc, on va revenir à ce schéma théorique, cette question-là est très importante. Donc, dans ce schéma théorique où on utilise un circulateur et un milieu à résistance négative, c'est finalement le schéma qu'on a suivi de suivre. C'est en fait un système qui est extrêmement délicat. Bon, si tout est parfaitement accordé, s'il n'y a pas de réflexion, ce milieu à résistance négative amplifie. Si on a une réflexion ici, trop importante, il va se mettre à osciller spontanément. Je pense que vous faites allusion à ce genre de choses. Oui, c'est très important de contrôler la transmission de ces différents éléments. Oui. On n'a pas cherché à observer ce phénomène, mais il va se produire. C'est plutôt quelque chose qu'on cherche à éviter. Dans l'analogie avec l'OPO, justement, il y a la pompe. Oui. C'est là que tu pompes avec la résistance négative. Mais en optique, il y a aussi du bruit qui est amené par la pompe. Et qui rentre dans les bits quantiques. Donc, comment vous en tenez compte dans ta formule de la demi-de par oméga? Alors, bon, donc, ce que l'on pense, hein, actuellement, vous allez me corriger si... donc, nous, dans le domaine micro-ondes, on bénéficie d'un signal de pompe extrêmement bien contrôlé. C'est un signal qui sort d'un générateur micro-ondes. Ça a une qualité, disons, de signal de pureté extrêmement bonne. Évidemment, en fréquence, là, elle est incontestable, puisque donc, ces générateurs sont précis au hertz près. Ils ont très peu de bruit en phase. On peut se poser la question du bruit en amplitude. Le bruit en amplitude d'un bon générateur micro-ondes, maintenant, c'est à peu près 10-6 intégré sur une fraction de seconde. Donc ça, c'est la stabilité de la fréquence de pompe. Alors, la façon dont nous, on comprend la chose, mais vous allez peut-être me corriger, dans ce genre disons, de pompage paramétrique, nous, on utilise le pompage paramétrique doublement dégénéré, c'est-à-dire que la somme du signal de l'idler et du signal, la fréquence de l'idler et la fréquence du signal, c'est 2 fois la fréquence de pompe. Dans cette configuration, si on a un grand nombre de photons dans le signal de pompe, il n'y a pas de contribution du signal de pompe au bruit. Le bruit est entièrement donné par le bruit dans le mode de l'idler. Qui, en principe, oui, au niveau quantique, qui lui, en principe, est vide. Bon, enfin, il est vide si on a bien tout refroidi, si on a bien refroidi les différents composants micro-ondes du système. Donc, ça va être donné par la température de l'élément qui absorbe cette fréquence ici. Dans cette configuration, c'est extrêmement important de choisir une configuration, évidemment, qui minimise le nombre de... En fait, l'atteinte de la limite quantique ne se passe que si on a éliminé tous les canaux parasites pour le bruit. Comme ce idler est inévitable, en fait, on peut montrer que dans la limite quantique, c'est le bruit qui arrive à cette fréquence qui engendre le bruit quantique résiduel. C'est lui qui va fournir le demi-photon. Près de ton instabilité, tu as un enregistrement critique, c'est pas lui, de l'autre façon. Comment? Près du point critique, tu as oui. Alors, un enregistrement critique aussi, donc tu as bien sûr. Ces expériences, elles ne nous satisfont pas tout à fait parce que, justement, le cahier des charges, en quelque sorte,
spécifique qu'on doit amplifier avec une grande bande passante. Alors si on regarde ce que l'on a, finalement je vous ai présenté des résultats où on va dire, on amplifie sur, mettons, 10 MHz, là, 10-20 MHz, c'est pas encore suffisant. On aimerait pouvoir faire la même chose, mais avec quelque chose de beaucoup plus confortable, quelques centaines de gigahertz. Et je pense que donc dans ce genre de schéma, on est gêné, c'est un petit peu ce genre d'expérience qui utilise l'amplificateur paramétrique doublement dégénéré, c'est-à-dire ce schéma où la fréquence du signal et la fréquence de l'idler se situent de part et d'autre de la pompe. C'est une expérience qui consiste à essayer de mesurer les étoiles en plein jour, parce qu'on est en quelque sorte à côté de ce pic immense correspondant à la pompe. C'est extrêmement malsain. Bon, ça a le mérite d'être que ce système est conceptuellement très simple, mais il est trop primitif pour être vraiment satisfaisant. Alors, il y a en fait un système qui serait beaucoup plus performant, qui en fait comprendrait deux de ces oscillateurs non linéaires. Il y aurait un premier oscillateur serait on ferait de la conversion de fréquence, c'est-à-dire la fréquence du signal serait plutôt ne serait pas proche du signal de la pompe. Ça serait mettons par exemple, ça serait un signal qui serait compris entre 1 et 2 GHz, alors que la pompe serait 10 GHz. Donc il y aurait une transposition de fréquence. Et puis après, cette transposition de fréquence serait suivie d'une autre étape non linéaire de mélange. Et une façon de décrire ce qui se passe, c'est la façon suivante. Donc il y a un photon qui entre du signal et qui se trouve donc dans un processus qui conserve le nombre de photons mais qui ne conserve pas l'énergie. On passe à un plus gros photon qui après lui est coupé en plusieurs morceaux. Et on a comme ça un facteur de gain qui est donné par le rapport entre la fréquence de la pompe et la fréquence du signal. Et ce principe qui fait appel à, disons, deux cavités, ou du moins une seule cavité, mais qui fonctionne, dans lequel on utiliserait plusieurs modes, lui serait sûrement bien préférable au point de vue bande passante et que le système que l'on a utilisé. Votre processus est analogue à un processus Ki3, donc on mélange à 4 ondes. Oui. Parce que vous avez un puits quand même qui est symétrique par rapport au... c'est plutôt c'est pas un Ki3, c'est un Ki4 que l'on utilise. Un Ki4, ok. Et est-ce qu'il y a des puits où on peut changer les... Ah oui, alors ça c'est, disons-nous, il n'y a pas de... Il n'y a aucune difficulté à justement, c'est pour ici, pour cette conversion paramétrique, justement, il faut pouvoir avoir un Ki3. J'ai le plaisir d'avoir dans la salle M. Flitsanis qui m'a appris ça au DEA de physique atomique et moléculaire. Donc nous, on a effectivement, on n'a pas la jonction Josephson, si elle est brute, elle n'a pas de Ki3, puisqu'effectivement le potentiel est symétrique. Mais il est facile de passer un courant dans la jonction qui a pour effet d'incliner ce potentiel et donc de donner un Ki2. Oui.